Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé par l'EREPL, l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, ayant pour thème aujourd'hui les enjeux éthiques du partage de l'information et du respect du secret au domicile. Un webinaire qu'on le fera en deux parties. Tout d'abord, nous allons parler de manière générale, puis nous allons nous concentrer sur les changements ou pas qu'il y a eu ou qu'il y a pendant cette période de pandémie avec la Covid. Avant de présenter nos 7 intervenants, je propose à Miguel Jean et à Aurélien Duthier de l'EREPL d'introduire le webinaire. Miguel Jean, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Xavier. Donc, les quelques mots d'introduction pour saluer les internautes qui nous ont rejoints et puis surtout pour remercier tous les intervenants de cette table ronde que je vous laisserai présenter dans quelques instants. Sur un mode de communication qu'on découvre et qu'on apprivoise au fur et à mesure de cette pandémie. Alors, on a toujours eu le regret de ne pas faire de présentiel, mais on va considérer que ce moyen de communiquer reste un moyen intéressant quand même. Bon, merci en tout cas à tous les intervenants de nous avoir rejoints. Et puis, je laisse la parole à Aurélien Duthier, qui est chargé de mission à l'espace éthique. Oui, alors bonsoir à tous. Merci à tous les intervenants d'être présents. Donc effectivement, pourquoi ce choix, cette thématique du partage de l'information, du respect du secret? Indépendamment de la question de la pandémie, il y a de très nombreux enjeux éthiques autour de cette question, à la fois du recueil, mais aussi du partage, de la transmission des informations. Parce que dans un contexte où il y a parfois beaucoup de professionnels, il y a beaucoup d'intervenants autour de la personne accompagnée, la personne soignée, personne vulnérable au domicile, entre autres. À partir du moment où il y a du recueil, de la transmission et diffusion d'informations sur la personne, il y a un certain nombre des fois d'enjeux autour du respect de son intimité, de sa vie privée. Et on rencontre de façon très récurrente, de façon très fréquente, un dilemme, une tension entre à la fois devoir assurer la continuité des échanges, la continuité du soin et de l'accompagnement, mais en même temps de devoir aussi respecter l'intimité, de devoir respecter aussi les secrets, de devoir respecter aussi les choix des personnes. Donc, il y a un certain nombre de dilemmes éthiques autour de cette question-là. Est-ce que la personne est toujours consentante à ce qu'on transmette des informations, à qui on les transmet? Et puis, est-ce que la transmission de ces informations se fait toujours au bénéfice de la personne accompagnée? Très souvent, on constate qu'il peut y avoir un certain nombre de données, d'informations qui ne vont pas forcément aller au bénéfice, mais qui vont parfois venir figer les représentations qu'on peut se faire de la personne accompagnée. Certaines données, certaines informations vont parfois être potentiellement stigmatisantes, vont peut-être parfois altérer la relation, la qualité de la relation de soins. Donc, on voit que finalement, aujourd'hui, on est parfois beaucoup dans cette idée que plus on a d'informations, plus on a de données sur une personne accompagnée, et mieux on va l'accompagner, mieux on va la soigner. Et c'est peut-être une idée, c'est peut-être une injonction qu'il faut pouvoir mettre à distance. Et je pense qu'on va le voir à la fois de façon générale et puis peut-être particulièrement au cours de cette période bouleversée par l'épidémie, qu'il y a un certain nombre d'interrogations éthiques assez importantes, assez essentielles sur ces questions-là. Donc voilà, c'était pour jeter quelques pistes et quelques introductions pour qu'on puisse échanger sur cette thématique qui est très importante. Merci Aurélien, merci Miguel. Je vais donc présenter les intervenants pour ce webinaire. Tout d'abord Frédéric Métayer, directeur des centres de formation de l'IFSO, Institut de formation santé de l'Ouest, de Laval et d'Angers, également infirmier de métier. Vous n'hésitez pas à me corriger. Si jamais. Non, on est bien là-dessus. Infirmier cadre de santé. Autant sur le nom que sur la fonction. Didier Dubasque, animateur du comité éthique et déontologique du Haut Conseil du travail social, le HCTS, animateur de l'espace éthique Loire-Atlantique, assistant social de formation également, et qui tient un blog, je crois que c'est dubasque.org. Oui, écrire pour et sur le travail social, en fait. Voilà, si vous valoriser en fait la pratique des travailleurs sociaux. Voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ce blog, n'hésitez pas, bien entendu. Patricia Gautin, pilote du dispositif MAIA, méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie, Le Mans, département de la Sarthe. Je fais juste une petite pause ici. Patricia, est-ce que vous pouvez très rapidement juste nous expliquer MAIA, en quoi ça consiste et quel est votre rôle en tant que pilote?
Alors, en fait, les dispositifs Maya sont des dispositifs déployés en France entre 2012 et 2016 et qui ont pour mission principale de veiller et de co-construire avec les acteurs des trois champs sanitaire, médico-social et social, et de veiller à la fluidité du parcours de santé des aînés. Voilà. Et le rôle du pilote, c'est celui de, on va dire, d'ensemblier et d'animateur, d'animation de ces espaces de co-construction au bénéfice du parcours de santé des aînés. Le rôle des gestionnaires de Camaya est un petit peu le bras armé, mais Jennifer va vous en parler un petit peu plus, de manière un peu plus détaillée. Et ça s'adresse là, du coup, directement, c'est une intervention directe au chevet des personnes dans l'accompagnement médico-social, sanitaire et social des situations les plus complexes à domicile. Merci Patricia. Et le bras armé, justement, Jennifer Bourgoin-Echeverry, donc gestionnaire de Camaya, Le Mans Sarthe Autonomie. Patricia Gottin nous en a parlé un petit peu, mais peut-être que vous pouvez nous préciser donc, ce rôle de gestionnaire. Oui, tout d'abord, à la base, je suis aussi infirmière. Oui, exact. Voilà, j'étais longtemps infirmière en EHPAD et dans d'autres structures. Donc, voilà, j'ai un peu deux casquettes et deux regards différents. Les gestionnaires de cas, en fait, on intervient lorsque les situations ils sont très complexes. Il peut y avoir du diogène, de la rupture de parcours médical, une mauvaise coordination, sans le vouloir, de tous les partenaires qui peuvent intervenir, ou alors un manque de partenaires. Donc, on essaie de tout coordonner pour remettre sur le droit chemin, on va dire, tout le parcours de la personne et qu'une prise en charge correcte soit faite et qu'elle se sente considérée, en fait. Voilà. Donc, dans la coordination, il y a bien sûr ces échanges d'informations, certainement, dont on parlera. Voilà, avec des accompagnements, parce qu'on n'intervient pas, on va dire, qu'au domicile. À chaque fois, chez la personne, hein, on les accompagne aussi sur des rendez-vous médicaux, au tribunal, s'il y a des demandes de tutelle. Enfin, voilà, on prend la personne dans sa globalité, en fait, et dans tous les besoins qu'elle peut avoir. Vous intervenez à tous les niveaux. Élodie Jean, avocate au barreau de Nantes, intervenante dans le conseil et la prévention des risques auprès des établissements et services sanitaires, sociaux et médicaux. Sociaux, Nicolas Ruan, directeur du service de protection et d'accompagnement à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de Vendée. Un petit mot peut-être, Nicolas, sur l'UDAF ? L'UDAF, c'est une association, loi 1901, qui regroupe dans son conseil d'administration diverses associations qui ont pour objectif et pour but la représentation et la défense des intérêts des familles. Il y a une UDAF par département et après, dans les services gérés par les UDAF, il peut y avoir des différences. Moi, au sein de l'UDAF de Vendée, je dirige le service de protection, qu'on pourrait appeler service des tutelles pour que ce soit plus simple, pour bien comprendre, c'est-à-dire un service qui va suivre sur l'ensemble du département un peu moins de 2000 personnes en mesure de curatelle renforcée, de tutelle, de mesures d'accompagnement judiciaire, de mesures d'accompagnement social personnalisé, etc. Donc, à la fois un travail de protection et à la fois un travail d'accompagnement. Et les questions qui sont posées ce soir, elles sont complètement au cœur de notre métier, quasiment dans notre quotidienneté. Et enfin, Paul Chouanet, président de l'association France Alzheimer 53, donc pour la Mayenne. Je vous laisse faire une petite présentation rapide, Paul. Donc voilà, moi je suis président de France Alzheimer Mayenne et donc je suis plutôt en lien avec les familles, en grande majorité des personnes à domicile. Voilà, où il y a de nombreuses interventions. Merci à tous et bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour ce webinaire. Et je vais commencer par une question qui va certes sembler banale, mais voilà. Et je vais voir avec vous, Monsieur Métayer, Frédéric Métayer, puisque vous êtes dans la formation, donc je vais demander un petit peu au professeur, qu'est-ce qu'une information pertinente? Comment juge-t-on qu'une information est pertinente? Une question. Toute information peut être pertinente à partir du moment où, pour nous, soignants, elle apporte une qualité dans la prise en soin. L'information qui peut être banale pour monsieur, madame, tout le monde peut avoir un impact assez conséquent
dans l'accompagnement pour nous soignants. Alors, nous avons… Je vous entends pas bien. Excusez-moi, Frédéric, on vous entend mal. Là, je pense que peut-être un peu mieux. Là. C'est un peu mieux, oui. Là, c'est un peu mieux. Oui. Donc oui, pour revenir un petit peu, toute information peut avoir un impact et un intérêt pour nous soignants dans l'accompagnement et dans la prise en soin. L'information qui peut être considérée comme banale pour certains ou pour un proche. Vous m'entendez moins bien là? On n'entend pas la fin de vos phrases pour le moment, c'est ce qui est un petit peu embêtant. Bon, c'est pas grave, on va voir si on peut régler le problème. Je vais passer la main. On va dire le temps qu'on voit si on peut régler le problème. Qui voudrait répondre à cette question? La nature de l'information pertinente. Comment est-ce qu'on fait la différence entre une information qu'il est nécessaire de transmettre, en gros, et une autre que l'on doit garder pour soi? Est-ce qu'une information peut être pertinente pour soi et pas pour les autres? Comment on fait ce choix? Comment on fait cette différence? Du coup, je vais laisser qui veut intervenir. Peut-être, Nicolas, je vous ai vu, je ne sais pas si je vous ai vu lever la main. Je ne pourrais pas forcément donner une définition juridique sur l'information pertinente, mais dans le quotidien, effectivement, je pense que Madame Élodie Jean pourra le faire, mais dans le quotidien, la réglementation générale de la protection des données nous y a beaucoup contraints, on doit toujours se poser la question de se dire, est-ce que l'information que je vais recueillir et qui va être stockée dans ma base de données papier ou informatique a du sens par rapport à la mission que j'exerce? Et si elle a du sens, avec quel professionnel je suis susceptible éventuellement de la partager? Quand on est en protection de l'enfance, quand on est en protection des majeurs, quand on est dans le champ du handicap, etc., on ne va pas forcément avoir les besoins des mêmes informations et surtout, on ne va pas avoir besoin de transmettre les mêmes informations à d'autres professionnels. Je donnerai juste un petit exemple. Si on travaille sur l'évaluation d'une situation, par exemple avec le réseau Maya qui est représenté ce soir sur du maintien à domicile d'une personne âgée, eh bien, peut-être que savoir que cette personne a été condamnée il y a 35 ans pour un délit mineur ou majeur, ça n'a pas de sens pour les professionnels qui interviennent au moment opportun. Donc, on peut avoir cette information-là, mais cette information ne va pas forcément être à transmettre. Et je dirais même plus qu'au-delà de l'éthique, juridiquement, je ne suis pas persuadé qu'on soit en autorisation pour pouvoir transmettre une information qui n'aurait pas de sens dans la mission qu'on est en train de mener. On va revenir sur le côté juridique dans quelques instants. Peut-être que Jennifer Bourcoin-Etcheverry, Nicolas Ruan parlait de Maya, justement. Peut-être que vous avez un complément d'information ou un avis à nous rendre. Oui. En fait, recueillir l'information, nous, au niveau des gestionnaires de cas, par exemple, on va dire qu'on a besoin de comprendre la personne dans sa globalité, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on va s'attacher à tout ce qui est médical. Quel médicament elle va prendre, quel médecin elle rencontre, parce qu'on va avoir des accompagnements aussi pour certaines de ces personnes. On a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe avec la famille, parce que c'est un triangle. On ne prend pas que la personne. On prend la famille qui va avec quand il y en a. Parce que, bon, voilà, les 3/4 du temps, il faut être très clair, il n'y a pas de famille. Ou alors, il y a tellement de conflits qu'on ne peut pas avoir de relation avec la famille. Mais quand on peut en avoir, on essaie. Voilà. Parfois, ça aide à ce qu'il y ait une communication qui se refasse, en fait. On va servir un peu de médiateur. Donc, pour nous, toute information est bonne à avoir. Après, ce n'est pas pour autant qu'on va la repartager, en fait. Ça dépend du professionnel qu'on a, parce que ça soit Covid ou pas Covid, en fait, on côtoie des associations, on côtoie des institutions publiques ou privées, des bénévoles, des aidants familiaux. Donc, on ne va pas intervenir de la même manière et on ne va pas transmettre de la même manière. Voilà. Alors, je reviens sur la question. Vous dites que
c'est en fonction du professionnel avec lequel vous travaillez. Vous choisissez les informations que vous transmettez en fonction d'avec qui vous travaillez. Ça veut dire une connaissance tout le monde de tous les corps de métier, une connaissance approfondie de chaque interlocuteur, de sa fonction, de ce dont il a besoin. Oui. Est-ce que dans ces connaissances, il ne peut pas y avoir des erreurs qui arrivent ou est-ce qu'il y a des règles très strictes? Je reviendrai au point juridique après, mais est-ce qu'il y a des règles très strictes? Pour ce corps de métier, on a ces informations-là. Pour celui-ci, on a ces informations-là. Et c'est cadré, noté, écrit, ou c'est à l'appréciation de chacun? Non. Enfin, nous, on est tenus au secret professionnel, secret médical, tout ça. Enfin, on ne divulgue pas. Voilà. Et chacun a ses propres… chacun doit ne pas donner l'information comme ça. On est tous tenus au secret quand même, hein, à la confidentialité. Et puis, les gens nous font confiance. En tant que gestionnaire de cas, chaque personne dont on s'occupe signe un document de consentement pour qu'on puisse s'occuper d'eux, mais qu'on puisse donner l'information nécessaire en besoin. Voilà. Patricia, vous vouliez réagir? Oui, en fait, je voulais justement parler de la méthode intégrative. On sait tous ce que ça veut dire collaborer ensemble. On sait tous à peu près aussi, et même des fois plus que moins, ce qu'est coordonner, se coordonner au bénéfice du parcours de santé des personnes que nous accompagnons. Et c'est pour ça que le phénomène intégratif, la méthode intégrative est intéressante quand on parle de partage d'informations, puisqu'il s'agit dans l'intégration d'aller au-delà d'une collaboration ou d'une coordination. Il s'agit de bien connaître les limites d'intervention de tous les intervenants, ce qui n'est pas aisé et ce qui n'est pas naturel, parce que une des clés, me semble-t-il, hein, alors je ne suis plus au chevet des patients depuis 8 ans, je suis aussi une ancienne, enfin non, on est toujours infirmier, je suis infirmière aussi, et je l'ai été près de 30 ans en institution, donc voilà. Et en fait, la question qu'on doit se poser d'un point de vue éthique et d'un point de vue déontologique, c'est de quoi cet acteur-là, cet intervenant-là, quelle que soit sa typologie et son origine, a-t-il besoin pour mener à bien sa mission? La question de la pertinence du partage d'informations, c'est celle-ci. Or, elle est fort complexe, puisque, on le sait, et j'enfonce une porte ouverte, puisque j'y travaille maintenant depuis une petite 8aine d'années, il est compliqué de faire travailler les acteurs des 3 champs entre eux. Voilà. Mais c'est la question fondamentale, c'est de quoi a-t-il besoin cet acteur pour intervenir, pour mener sa mission à bien auprès de la personne. Voilà. Et du coup, ça permet pour l'intervenant de savoir jusqu'où il peut aller et quelle est l'information à partager, toujours avec l'avis de la personne, évidemment. Hein. Ça, on ne l'a pas dit, hein, mais je me permets d'enfoncer la porte ouverte. Voilà. Je ne sais pas si… Voilà. Frédéric Métayer, et ensuite… Oui, alors j'espère que vous m'entendez mieux. Dans le contexte, il y a un élément du secret professionnel qui est à prendre en considération, c'est le secret partagé. Hein, et ça, c'est légiféré dans la notion du secret professionnel. Je pense que Madame Jean pourra nous confirmer un peu ces éléments-là. Et ce secret partagé, il faut savoir qu'il est vrai que chaque acteur n'a pas forcément la connaissance complète des autres métiers qui interviennent, mais chaque métier sait ce que lui peut faire. Et donc, dans cette notion de secret partagé, on sait aussi les éléments qu'on doit aller chercher au regard de notre activité. Et je pense que ça, c'est très, très important. Le travail collaboratif et la pluridisciplinarité, elle passe par là aussi. Didier Dubasque. Oui, alors moi, je voulais réagir un petit peu sur plusieurs aspects. D'abord, vous me parlez du secret partagé. Nous, on est très réticents en termes au niveau du Haut Conseil, mais même par rapport au juridique, c'est plutôt le monde médical qui parle du secret partagé, alors que nous parlons de partage d'informations à caractère secret, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que partager l'information à caractère secret, ça veut dire qu'il faut se poser la question à chaque fois que l'on partage et non pas avoir une information qui pourrait être partagée
par des personnes accréditées, vous voyez, qui pourraient aller chercher l'information comme ils le veulent. Le deuxième élément, nous, on travaille actuellement sur les référents de parcours. Vous savez, ce sont des professionnels qui se mettent en place dans les départements et nous travaillons actuellement pour rendre un avis sur cette question de partage d'informations puisque ces référents de parcours vont être à la croisée des informations de la personne, de chaque intervenant et de la famille, un peu comme pour les pilotes Maya. Enfin, et là, il y a un gros souci parce que finalement, les personnes, quand elles sont en difficulté, et je crois que les associations pourront le dire, quand on est en difficulté, on est prêt à tout dire, on est prêt à tout donner, on est prêt à tout transmettre. Et si nous n'avons pas une vigilance qui permet de dire que peut-être que ça, c'est important que ça ne se sache pas. J'ai une collègue qui me disait, quand je suis avec une personne, je lui demande ce qui est important pour elle qu'il reste entre nous et qu'on n'a pas à partager. C'est-à-dire reposer la question dans l'autre sens, plutôt que de se dire que finalement, on a besoin de tout partager parce que c'est bon pour la personne et c'est bon pour la gestion de la situation. Donc, moi, je suis un peu méfiant, c'est ce que je voulais vous dire, de ce concept de dire bon, on partage ce dont on a besoin, parce qu'il y a des personnes qui vont dire qu'elles ont beaucoup de besoins et puis d'autres qui vont avoir très peu de besoins. Donc, c'est très géométrie variable, tout ça. Voilà. Donc il faut aller vers un regard juridique là-dessus. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure à cet échange d'informations. Élodie Jean, vous vouliez réagir peut-être au niveau du droit? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on emploie, parce que c'est plus simple, c'est plus fluide, le terme de secret partagé. Hein, voilà, dans le vocabulaire commun, on parle de secret partagé et ça induit effectivement le fait que je suis soumis au secret, vous êtes soumis au secret et donc on met tout dans un pot commun. Or c'est absolument pas ça, justement. C'est plutôt les termes d'échange et partage d'informations, effectivement, qu'il faut pouvoir retenir. Et là-dessus, on a donc en 2016 eu une très forte évolution de la réglementation sur le secret professionnel. Trois angles majeurs d'évolution. Le premier, c'est qu'on a assujetti l'ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social par mission au secret professionnel. C'est-à-dire que dès lors qu'on travaille dans ces structures-là, on est assujetti au secret, quelle que soit sa fonction, y compris non soignant, ni acteur social. Enfin, tous les professionnels sont assujettis. Le deuxième apport majeur de cette loi santé de janvier 2016, ça a été de dire le partage se fait au sein de l'équipe pluridisciplinaire, enfin les échanges peuvent se faire au sein de l'équipe pluridisciplinaire et ça c'était une révolution parce que avant les données de santé ne s'échangeaient qu'entre professionnels de santé, donc on peut aller un peu au-delà. La contrepartie du partage au sein de l'équipe pluridisciplinaire, c'est que le législateur est venu encadrer de manière extrêmement stricte les conditions de partage d'informations entre les professionnels, avec une liste de critères. Je fais très simple et rapide, hein, mais la liste de critères, c'est déjà de faire partie d'une liste de professionnels qui sont définis dans un texte réglementaire, qui est très large. Donc là, ce critère pose a priori pas de difficulté. La deuxième, c'est que tous les professionnels participent effectivement à la prise en charge. Là, c'est déjà un petit peu plus complexe dans certaines organisations. Le critère suivant, et pas des moindres, c'est que le partage d'informations doit être strictement nécessaire, nous dit le texte, strictement nécessaire, et pas uniquement nécessaire, mais strictement nécessaire à quoi? À la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la personne et non pas un confort d'activité, par exemple, du professionnel ou une curiosité, etc. Il faut que ce soit motivé par le besoin d'accompagnement avec effectivement la difficulté qui a été soulevée de dire de quoi a besoin l'autre ou qu'est-ce que je suis légitime à aller demander comme information à l'autre pour assumer la continuité de l'accompagnement. Le corollaire de ça, à mon sens, c'est le droit à l'oubli, c'est l'obligation d'oublier les infos qu'on n'a pas à connaître. C'est refuser peut-être d'en être dépositaire. Si on en est dépositaire malgré tout, de pouvoir les oublier et bien évidemment de ne pas les partager. Et puis le dernier critère, qui n'est pas des moindres aussi, c'est qu'on doit à minima informer le patient ou l'usager des partages d'informations qu'on fera à son bénéfice. On doit l'informer aussi de son droit d'opposition à tout moment et dans certaines situations particulières, on doit également recueillir son consentement express
au partage d'informations. Donc, on a un cadre juridique très strict qui appelle évidemment beaucoup de réflexion éthique parce que la dimension de ce qui est, le questionnement de ce qui est strictement nécessaire à l'autre professionnel a des lectures à géométrie extrêmement variable d'un professionnel à un autre. Et là, c'est là où il y a des échanges entre professionnels qui doivent se faire pour faire consensus autour de ce qui est nécessaire à la personne et pour son accompagnement. Et on y reviendra tout à l'heure. Moi, je voulais revenir sur le deuxième critère. Il me semblait que vous avez parlé de refus de recevoir des informations. En gros, hein, on refuse que la personne nous donne des informations parce que nous, on en a, en tant que soignant, ou accompagnant, on peut ne pas en avoir besoin et on pourrait les partager peut-être malgré nous. Est-ce que justement le soin à domicile, l'accompagnement à domicile ne pose pas justement des problèmes dans ce cas-là où peut-être que la personne, il y a une plus grande proximité, la personne est peut-être plus à même de parler que dans un cadre typiquement hospitalier. Alors, comment on fait dans ces cas-là, étant donné que le soin, j'imagine, c'est aussi la parole, l'échange avec la personne, qu'elle soit à l'aise avec nous, si elle nous donne des informations. Comment peut-on refuser de les recevoir? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté là? Peut-être que M. Chouanet, vous pouvez réagir à ça et puis je verrai avec d'autres intervenants par la suite. Non, je ne sais pas. Je me disais là, on parle beaucoup des critères et des conditions entre professionnels. Par contre, vu du côté des usagers, il y a aussi des questions autour de ça en fait. Beaucoup de questions. D'abord, du pratico-pratique. Les familles, par exemple, nous regrettent beaucoup la perte du cahier de liaison qu'il y avait dans le passé, qui restait à la maison, avec le passage à l'informatique, où ils ne maîtrisent absolument rien du tout de ce qui est écrit, de ce qui est transmis et de ce qui est partagé. Donc ça, c'est déjà un premier questionnement fort. On y reviendra. Il y a un deuxième questionnement aussi, puisqu'ils ne donnent pas leur avis du tout sur les infos qui sont partagées, en fait. Que le cahier de liaison permettait un échange et un acquiescement, ou tout au moins un non-refus des infos qui pouvaient être inscrites sur ce cahier. Donc, autour de ce droit à dire et à accepter le partage. On reviendra sur Après, on reviendra sur le support tout à l'heure et justement la manière dont l'information est transmise aujourd'hui. Je voulais quand même revenir sur cette question. Je voulais aussi dire, pour les personnes, ce qui paraît important quand elles en parlent, c'est la différence entre confiance et confidentialité. Voilà. Pour eux, ils vont parfois choisir une aide à domicile en confidentialité, si je peux dire, avec beaucoup plus de partage que d'autres professionnels. Et l'aide à domicile n'est tenue qu'à la discrétion par la loi. Et donc, eux tiennent beaucoup à ce que chaque acteur fasse un véritable partage, en fait. C'est-à-dire que chacun soit responsable des actes de partage qu'il pose. C'est-à-dire que dans une réunion, parce que beaucoup de familles, quand elles évoquent leur situation, elles ont les réponses des professionnels en disant ah ben, on en parlera en réunion. Et là, c'est un peu une boîte de Pandore pour eux, en fait, cette réunion où ils ne seront pas. Et ils ont des craintes autour de, oui, partage et confidentialité. Ils ont des craintes aussi sur une mise à distance, hein, puisqu'ils sont en fait mis à distance et ils ont l'impression qu'il y a une partie de la parole qui leur échappe. Et puis, les infos aussi qui vont être partagées dans une grande réunion où ce sont plusieurs professionnels d'équipe, où il va y avoir là, on a déjà dit ça un petit peu, mais plusieurs personnes qui n'ont pas d'intérêt à agir dans la situation et qui vont malgré tout être là et entendre. Moi, je vois des familles, par exemple, qui disent ça clairement dans des villes moyennes, en disant, moi, l'aide à domicile qui vient, je n'ai pas envie que ma voisine qui est aussi aide à domicile, que ce n'est pas elle qui vient, elle sache tout ce que celle qui vient a à dire. Voilà. Et donc, c'est vraiment ceux qui ont intérêt à agir ou pas, hein, et autour de confiance et confidentialité,
J'ai l'impression que c'est les deux gros thèmes avec la disparition de l'outil, en fait. On reviendra sur l'outil dans quelques instants, outil qui a évolué, comme vous le dites, et puis qui évolue encore, notamment avec la pandémie, j'imagine. Une réaction par rapport à ce qu'a dit Paul Chouanet sur cette confiance et confidentialité, et puis ce manque, si j'ai bien compris, il y a un manque d'informations qui est transmise vers les accompagnants, vers les aidants et vers les familles, en fait. C'est ça que vous vouliez dire? Oui, enfin, un manque, je ne sais pas si c'est un manque, mais l'aidant qui ne gère absolument rien de ce qui est retransmis par le professionnel, qui ne gère absolument pas non plus par sa présence les réunions de coordination qui peuvent être faites autour de son cas, et puis qui ne gère pas non plus dans un service tous les tiers, parce qu'il y a des aides individuelles, mais de ces aides individuelles, parfois, il y a des demandes de tiers. Moi, je vois des personnes âgées qui disent en fait, je ne sais pas ce qu'il raconte à ma fille ou je ne sais pas ce qu'il raconte à mon fils. Et donc, toutes ces interférences, en fait, sur la non-connaissance basique, puisqu'il n'y a plus ce carnet de liaison, donc déjà, les personnes ne savent pas ce qui est partagé autour d'eux. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ce que disait Paul Chouanet, à ce sens unique, un peu, on va dire, du partage de l'information, c'est-à-dire que l'information, elle part de la personne et elle ne sait pas trop où elle va, ce qui en est fait. Est-ce que vous, quand vous interveniez ou quand vous intervenez auprès de ces personnes, vous leur dites un petit peu le chemin que fait les informations qu'elles vous transmettent? Peut-être Jennifer. Nicolas, vous vouliez réagir? Une réaction à deux niveaux. Nous, on a au sein d'un service de protection des mesures qui sont judiciaires, donc des mesures qui sont contraintes pour les personnes. Donc, effectivement, on va recueillir un certain nombre d'informations et puis on va, dans notre livret d'accueil, lorsqu'on est en relation avec les adultes protégés, essayer de leur expliquer à quoi ces informations vont nous servir. Pourquoi, par exemple, on va recueillir des coordonnées d'un prestataire d'énergie? Parce qu'il faudra écrire au prestataire d'énergie pour indiquer que dorénavant, c'est au service de tutelle que les factures doivent arriver pour qu'elles puissent être payées du compte de la personne protégée. Donc là, on a des éléments où on va essayer d'expliquer le plus possible aux personnes, si elles sont évidemment en capacité de les comprendre, parce que ce n'est malheureusement pas toujours le cas, quelles sont les informations que nous allons détenir et à quoi ça va nous servir. Par contre, pour revenir sur la notion de confiance et de confidentialité, lorsque nous intervenons sur décision judiciaire, mais bien évidemment, avant nous, il a pu se passer plein de choses, et notamment avec la famille. La famille a très bien pu être relativement aidante pendant un certain nombre de mois ou d'années, et si le juge des tutelles décide que la mesure ne sera pas confiée à la famille, mais à un tiers extérieur, et bien d'un seul coup, nous, on ne peut pas transmettre des informations, notamment patrimoniales, financières, etc., à la famille. Et parfois, on a des membres de la famille qui vont être relativement frustrés de se dire moi, j'ai accompagné mon parent un certain nombre de temps, je connaissais ses comptes, etc. Et maintenant, je n'ai plus accès à ces données-là et j'aimerais bien savoir. Donc, la loi, elle a prévu ce cas de figure puisqu'on peut être autorisé sur décision du juge à transmettre des éléments financiers et patrimoniaux à une personne de la famille qui prouverait au juge qu'elle a de l'intérêt à avoir cette information-là. Mais ça peut créer quand même une certaine forme de frustration. Et je vais plus loin dans mon exemple. Si une personne, par exemple, est en EHPAD et qu'on a besoin de recourir aux obligés alimentaires, eh bien, on va aller, dans ce cas-là, vers la famille, notamment les enfants, pour leur indiquer que le budget mensuel de la personne protégée ne permet pas de payer l'intégralité de l'EHPAD et on leur demande une participation financière. Donc, parfois, on va leur dire on ne peut pas vous transmettre d'informations. Et puis, à d'autres moments, on va leur indiquer qu'il va falloir qu'elles puissent participer financièrement, etc. Donc, dans ce cas-là, voilà, il y a un peu deux poids, deux mesures et on a des familles qui sont un peu frustrées de cette absence de lien. Après, la mesure, elle est individuelle. Une mesure de tutelle ou de curatelle renforcée ou simple, c'est une mesure individuelle, ce n'est pas une mesure familiale. Et si la personne protégée a conscience qu'elle peut transmettre elle-même des informations, elle peut le faire aux membres de sa famille. Rien ne l'empêche de montrer à ses enfants ou à ses frères et sœurs, ses comptes bancaires, etc. Mais nous, on ne sera pas amené à le faire, même si la famille en avait connaissance avant notre intervention.
Très bien. D'autres réactions Élodie. Oui, pour rebondir effectivement sur ce qui a été dit, ce qui est complexe finalement, c'est de se dire que le secret professionnel, c'est l'obligation de se taire. La loi nous impose une obligation de nous taire. Et il nous faut une loi pour être autorisé ou obligé à parler. Et par conséquent, la question, ce sera qu'est-ce que la loi nous autorise à communiquer à la famille, aux proches, aux aidants. Et ça va être aussi… pourquoi ces textes-là, si on reprend le sens, c'est aussi pour se dire le secret, il protège tout le monde, y compris l'intéressé, d'éventuelles pressions qui pourraient être faites. Et le professionnel, même si le bénéficiaire lui disait « je veux que vous donniez ces informations à ma famille », si la loi n'autorise pas à donner ces informations, le professionnel n'est pas autorisé, même avec un contrat écrit, à donner les infos à la famille. Seule la loi lui permet. Et pourquoi ? Parce que le sens, et ça a été dit, le sens de ces textes, c'est que seul le bénéficiaire, seul l'intéressé, vous comme moi en tant que patient, par exemple, demain, on est libre de dire à qui on veut quelle est notre pathologie. Et il appartient à personne d'autre que nous de le dire. Évidemment, tout ce qui est vulnérabilité a été aménagé avec des textes particuliers qui permettent de donner des informations très limitées aux familles, mais on n'a pas de secret partagé ou de partage d'informations réglementées de manière générale avec les familles ou les proches en tant que professionnel. Jennifer Bourgoin-Etcheverry. Oui, par rapport à on crée, nous, un lien de confiance. Des fois, c'est très rapide et puis des fois, il nous faut 6 mois, 1 an pour créer un lien de confiance. C'est un lien qu'il ne faut pas perdre. Si on veut que le soin continue, que les intervenants puissent continuer, il ne faut pas le perdre. Donc, quand la famille demande « je veux savoir ceci, cela », déjà, on voit avec l'intéressé. Est-ce qu'elle veut transmettre l'information? Est-ce qu'elle veut transmettre l'information en notre présence? Ou elle va le faire seule? Mais c'est toujours, voilà, on demande toujours à la personne. Si, par exemple, la famille nous appelle, nous dit mais tel rendez-vous, il s'est passé quoi? On prend du recul et on leur dit écoutez, avant de vous dire, je vais demander en fait à votre parent s'il souhaite communiquer là-dessus. En fait, on est toujours là-dedans parce qu'autrement, si on laisse passer l'information, où peut être la confiance après? Voilà. Il faut savoir garder certaines informations et il faut savoir faire confiance aussi quand c'est possible. Il faut pouvoir faire confiance à l'usager. Quand la personne a aucun trouble cognitif, parce qu'on en a des personnes sans trouble cognitif, il faut quand même, voilà, c'est pas… par exemple, on a eu hier une formation avec une association d'aveugles et malvoyants et une dame de l'association qui est malvoyante nous dit quand vous nous accompagnez chez le médecin, ce n'est pas le médecin qui doit vous donner les papiers, il doit m'interpeller, me dire je vais vous tendre les papiers, je vais vous les donner. En fait, c'est de la reconnaissance, il faut reconnaître la personne. Ce n'est pas un pion qu'on met sur un échiquier. Il faut vraiment la prendre en tant que telle, quoi. Ce n'est pas un numéro de dossier, c'est pas… voilà. Donc, le partage d'informations, on le fait avec le consentement de la personne. Voilà. Je voulais revenir sur une des problématiques qu'a mentionné Paul Chouanet, ce fameux cahier de liaison et où va l'information, comment elle est transmise, où elle est stockée, parce que là, j'ai l'impression, on parle de communication, voilà, on en parle, peut-être que la personne va nous demander de révéler, enfin de donner des informations, mais en notre présence. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'oralité, d'oral, mais au final, ces informations, est-ce qu'elles sont uniquement orales? Est-ce qu'elles sont notées quelque part? Est-ce que c'est maintenant informatisé? Comment est-ce qu'elles circulent? Où est-ce qu'elles sont stockées? Est-ce que c'est sûr? Voilà, plein de questions. Didier Dubasque, d'abord, vous voulez intervenir? Oui, mais là,
c'est justement, moi je trouve ça très problématique. Ce que vous dites, Monsieur Chouanet, est tout à fait important parce que si la personne n'a plus accès à sa propre information qui est partagée avec d'autres professionnels, alors là, on est dans quelque chose qui est vraiment problématique à mon sens. C'est-à-dire que les outils numériques, là, parce qu'aujourd'hui, je voudrais plutôt laisser la parole aux praticiens de terrain, parce que les outils informatiques aujourd'hui ont des effets inattendus. Effectivement, tout le monde ne maîtrise pas l'informatique, notamment les personnes qui sont aidées et pour lesquelles on intervient. Et donc, du coup, si elles sont exclues de ce dispositif, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est inacceptable, tout simplement. Alors, pourquoi ne pas accepter de revenir à certaines pratiques qui sont des pratiques qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnaient très bien? Je ne veux pas dire que l'utilisation du papier permettait de faire des choses formidables tout le temps, hein, mais on avait au moins une garantie que la personne ait connaissance de ce qui s'écrivait sur elle. Et quand vous écrivez quelque chose sur quelqu'un en sachant qu'elle va le lire, vous n'écrivez pas de la même façon que quand vous êtes entre vous et que la personne n'est pas là. Et donc, il est très important, on demande nous toujours que dans toutes les réunions, au maximum des possibilités, la personne puisse être présente. On le voit pour les situations de protection de l'enfance ou l'aide sociale à l'enfance, on demande aux parents d'être présents, tout simplement parce que c'est très important qu'ils soient associés à la réflexion et non pas uniquement des pions ou des personnes sur qui on parle. C'est le rapport à l'autre qui se pose. Et là, c'est un problème éthique, c'est une question éthique fondamentale. On va voir, je vais revenir avec vous, Jennifer ou Patricia, peut-être que vous pourrez intervenir pour Maya, pour dire comment sont échangées ces informations, sont stockées. Nicolas Ruand, de votre côté, comment ça se passe, cette sauvegarde, je ne sais même pas comment on peut l'appeler. Ces informations, elles vont où? Comment vous les échangez physiquement et où est-ce qu'elles sont stockées? Donc, nous, on a… De notre côté, chaque situation suivie en mesure de protection ou en mesure d'accompagnement fait l'objet d'un dossier double, on va dire, un dossier papier dans lequel on va conserver un certain nombre d'informations, notamment de documents comme un document notarié ou autre lorsqu'il nous est transmis. Et puis, on a son pendant informatique qui nous permet d'être en lien avec notre logiciel métier pour pouvoir organiser tout le suivi et la réalisation des missions qui nous sont confiées, par exemple le paiement des factures par le biais de notre logiciel métier, etc. On a ces informations-là dans notre livret d'accueil qui est transmis à chaque personne protégée ou accompagnée, ou à sa famille si elle n'est pas en capacité, la personne protégée, de le comprendre. Il y a un petit paragraphe qui explique que chaque individu qu'on va avoir une nécessité de conserver un certain nombre de données et que chaque individu a le droit d'accéder à son dossier, aussi bien son dossier informatique que son dossier papier, et il y a une procédure qui est décrite pour pouvoir accéder à ce dossier. En toute honnêteté, moi j'interviens à l'UDAF de Vendée depuis une quinzaine d'années. Je crois que, à part quelques documents qui sont parfois demandés, comme des relevés de compte ou des choses comme ça, je n'ai jamais eu un major protégé ou un membre de la famille, après le décès d'un major protégé, qui m'ait demandé l'accès au dossier pour avoir l'intégralité du dossier papier ou l'intégralité du dossier informatique. Pour autant, voilà, on a ces éléments-là et on a tout un protocole d'archivage à l'UDAF de Vendée. On a un archiviste qui travaille à mi-temps à l'UDAF de Vendée et qui a fait tout un protocole pour déterminer combien de temps doivent être conservées les informations dont nous disposons, que ce soit au niveau papier ou au niveau informatique, pour que ces informations-là puissent être, une fois qu'on n'est plus censé les garder, qu'elles puissent être détruites. Voilà, donc ça fonctionne très bien sur le plan du papier parce qu'effectivement, le protocole d'archivage est pertinent. Sur le plan informatique, l'informatique permettant de conserver énormément d'informations sans que ça représente de volume, parce que c'est aussi ça le problème des archives, c'est le volume que ça représente. Eh bien, il y a encore un travail chez nous, en tout cas, à réaliser pour qu'on puisse détruire les données informatiques de la même façon qu'on détruirait les données papier. En fait, il y a une sorte de parallélisme entre les deux, puisqu'il n'y a pas de nécessité de conserver ces données-là. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, mais c'est vrai que c'est comme je vous disais, les archives papier sont plus facilement destructibles. Après, nous, on a une obligation de conserver pendant un certain nombre d'années
nos informations, puisque pendant 5 ans, on peut être encore, notamment, on peut encore être, comment dire, interrogé par la famille ou par, lorsque la personne est décédée, ou par la personne protégée elle-même, si elle arrive à la main levée de sa mesure, parce que la mesure n'a plus de nécessité. On peut être encore interrogé sur notre gestion financière. Donc, on conserve au moins un certain nombre d'informations sur les 5 dernières années. Mais c'est vrai que, je disais tout à l'heure, la réglementation générale, la RGPD, nous a quand même beaucoup amené à redéfinir nos protocoles pour se dire, cette information, en avons-nous besoin? Si oui, on la conserve. Sinon, on ne la demande pas et surtout, on ne la conserve pas. Et il y avait notamment toute la problématique chez nous des données médicales. Quand on est en qualité de tuteur, le secret médical ne peut pas nous être opposé et on a accès à ces informations-là. Eh bien, ce n'est pas la même chose en tutelle et en curatelle. Donc, il faut vraiment que nous, on puisse faire aussi la différence en se disant que si on a des données, par exemple, médicales conservées en qualité, enfin, dans notre rôle de tuteur, eh bien, il ne faut surtout pas qu'elles soient conservées si on est dans notre rôle de curateur, que ce soit une curatelle renforcée ou une curatelle simple, parce qu'on n'a pas tout à fait la même mission. Dans une mission, on est en représentation, dans l'autre mission, on est en assistance. Et juridiquement, ça a beaucoup de sens de cette différenciation-là. Et il y avait aussi l'expertise médicale. Toute personne protégée, avant la mesure de protection, fait l'objet d'une expertise médicale par un médecin qui est agréé, qui est sur une liste agréée par le procureur de la République. Eh bien, cette expertise-là se posait beaucoup la question de savoir si on doit en être détenteur ou pas. Elle est dans le dossier au tribunal, donc on peut la consulter, mais pour autant, quand nous, on la recevait, on la reçoit sous pli cacheté pour qu'elle soit transmise au tribunal. Donc, si évidemment on la reçoit sous pli cacheté, ce n'est pas pour décacheter le pli, pour pouvoir lire les informations. Pour autant, c'est des informations qui peuvent être pertinentes et qui vont nous permettre d'adapter notre accompagnement, notre protection, etc. Mais il y a des données auxquelles on ne devrait pas pouvoir avoir accès. Et le type de mesure est très important par rapport à ça. On verra pour le dispositif Maya dans quelques instants. Je crois que Frédéric, vous vouliez intervenir. Oui, et pour répondre un petit peu à ce que exprimé Paul Chouanet tout à l'heure, la notion du dossier informatisé a amené aussi des éléments de réponse autour de la législation sur le secret professionnel, puisque le dossier papier qui est resté chez les personnes est contradictoire à la notion qu'on a donnée tout à l'heure des éléments que chacun doit avoir. Donc, un dossier complet à domicile, je pense qu'on ne répond plus aux critères juridiques du secret professionnel. Par contre, j'irai plus sur un questionnement derrière, c'est est-ce que la question est vraiment le support sur lequel est le dossier, ou est-ce que la question n'est pas plutôt sur la manière dont il va y avoir une collaboration entre les différents acteurs de l'accompagnement ou de la prise en soin, puisque les différents acteurs, ce n'est pas que des soignants, ce n'est pas que des travailleurs sociaux, c'est aussi des familles, c'est aussi des aidants. Et cette famille d'accompagnants s'agrandit de plus en plus, et je pense qu'on n'a pas eu suffisamment de réflexion sur comment est-ce qu'on travaille tous ensemble et comment est-ce qu'on peut aborder l'ensemble des sujets tous ensemble, plutôt que de se poser la question du support, qui là, au niveau des textes de loi, nous impose des choses. Je reviendrai sur ce tous ensemble dans quelques instants. Juste du point de vue du dispositif Maya, soit Patricia, soit Jennifer, pour expliquer comment vous fonctionnez. En fait, quand on intervient au domicile, bien sûr, on voit des cahiers de transmission. Il y a des nouvelles associations qui sont informatisées, qui tiennent, on va dire, un blog où des transmissions sont faites pour que la famille puisse les lire. Enfin voilà, il y a tout un partage d'informations qui se fait. Alors, le cahier qui reste à la maison, parfois c'est très moyen. Tout dépend de qui fait la transmission. On a quand même des personnes qui parfois n'ont pas de connaissance de savoir ce qu'est une transmission. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Des fois, c'est marqué linge fait, toilette faite, voilà. Bon. Mais parfois, il y a marqué Madame a été pénible ce matin, n'a pas voulu que la toilette se fasse. Ça a été encore difficile. Alors, quand la personne a quand même plus ou moins sa tête, on va dire, et qu'elle arrive à récupérer sur l'étagère bien en hauteur le cahier et qu'elle lit ça, après,
voilà, nous, on nous interpelle à dire on ne comprend pas parce que les soins se passent mal. Mais quand la personne voit ce qui est marqué à son sujet sur le cahier, voilà. Et quand la famille aussi voit ce qu'on marque sur son parent, eh ben, c'est compliqué. Voilà. Donc, des fois, on est obligé comment dire, de faire un peu médiation en disant que voilà, les transmissions, ça serait bien qu'il n'apparaissent plus certaines choses. Voilà. Après, au niveau de nous, la gestion Maya, on a un logiciel professionnel, le e-parcours santé. Donc, on a des notes évolutives, on appelle ça des notes évolutives, où on met toutes nos transmissions en fait de ce que la personne nous dit, des accompagnements qu'on a fait. Enfin voilà, ça permet à nos collègues Maya lors de nos absences, par exemple, de pouvoir avoir l'information pour gérer en notre absence. Après, sur ce e-parcours santé, je vais laisser la parole à Patricia Gautin, voilà, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors, Patricia, très rapidement, puisqu'Élodie voulait réagir. C'est difficile de répondre rapidement. Peut-être qu'on peut au contraire laisser réagir Élodie, si vous voulez bien, Xavier. Parce que, voilà, merci. Ça va mieux se caler comme ça. Très bien, Élodie, alors on vous écoute. Alors, finalement, l'écrit professionnel, c'est vraiment au cœur du sujet. C'est l'écrit pas pour soi, mais pour transmettre à l'autre et à qui on transmet. Donc, effectivement, le cahier, je rejoins ce qui a été dit, le cahier ne peut pas être conforme si tout le monde y écrit pour tous. On n'est pas sur des partages ciblés. Ça c'est la première chose. Et j'ai entendu aussi le écrire en pensant qu'on va être lu, mais il faut jamais oublier qu'on écrit pour être lu par le bénéficiaire qui peut demander copie à tout moment de son dossier. Et ça, il faut le rappeler régulièrement aux professionnels. Le bénéficiaire a accès à l'ensemble des informations le concernant, sauf disposition contraire. Il n'y a pas ou peu de dispositions contraires. Le fait que ce soit informatique, moi, j'y vois un avantage très important par rapport au cahier qui restait à domicile, c'est que le professionnel est le garant et le protecteur des données qu'il émet. Et s'il le laisse à un endroit non sécurisé, qu'est le domicile, où tout le monde peut rentrer, tout le monde peut consulter, y compris le copain, la copine, la voisine, etc., on n'est pas en protection de nos données. Donc, je crois que cet outil informatique est très intéressant et on pourrait peut-être faire un parallèle avec, dans un autre domaine, un autre type de dossier avec le dossier médical personnel, dossier médical partagé, qui est très bien fait puisqu'il garantit l'ensemble des droits de la personne, puisqu'on a des catégories de données, des catégories de professionnels et le patient à tout moment peut décocher en disant sur telle donnée, je ne veux pas que tel professionnel ait accès à la donnée. Donc, le droit d'opposition est garanti et le patient peut aller lire et consulter son dossier médical personnel à tout moment. Et j'ai envie de dire, là, on a un outil qui est, du point de vue du secret professionnel et des partages d'informations, totalement vertueux finalement. Et ça, pour illustrer qu'il ne faut peut-être pas opposer l'informatique au papier, mais réfléchir à une informatique aboutie, peut-être. Outil informatique qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, il faut le dire également. Je vais revenir vers vous, Didier. J'aimerais également qu'on parle des formations. Tout à l'heure de la formation, justement, peut-être que si on a des soignants ou des accompagnants qui écrivent des choses qu'ils ne devraient pas écrire, c'est qu'il y a peut-être une formation à faire. On va y revenir dans quelques instants. Je voulais juste, Patricia, je sais que vous vouliez intervenir. Je vous laisse parler de votre système d'information, puis on reviendra après sur la formation. En fait, pour moi, dans l'élément central de la discussion, au départ, si M. Chouanet le valide, c'était bien la question du cahier de liaison à domicile. C'est un point. Après, il y a un autre point qui est la transmission, et je trouve entre professionnels et entre bénévoles, et bien sûr à destination aussi des personnes. Et je trouve que autant Frédéric que Jennifer ou que Élodie à l'instant, voilà, ça se maille bien. Vraiment, je suis finalement, Jennifer a illustré
ce que vous avez pu prévenir, Frédéric, et puis Élodie nous l'a recadré d'un point de vue juridique. Donc voilà, sur le cahier, sincèrement, le cahier, alors il ne faut pas oublier qu'on est aussi sur un webinaire qui traite du partage d'informations à domicile. À domicile. Donc, bien entendu, nous aussi, on a tous, à titre institutionnel, qu'on soit dans le public ou dans le privé, on a tous la question de la gestion de nos documents. Hein, ça, c'est traité, c'est nomenclaturé, et parfois, c'est même légiféré, hein, je pense. Et du coup, ça aussi, c'est bon. Mais sincèrement, il y a vraiment parfois, ça fait bien le lien avec la question de l'alliance avec la personne. Cette question du cahier, je vous assure qu'on a vu des choses assez ubuesques. Il peut y avoir du pour, il peut y avoir du contre. Sur la question de l'outil que j'appelle, moi, l'arlésienne, entre professionnels des trois champs, qui est ce fameux outil de liaison dont on rêve tous et dont on a tous l'impression, et je ne le dis pas avec mépris, je le dis avec respect, mais qu'on va tous avoir de notre champ de compétences. Alors là, nous, on va savoir ce qu'il faut partager, pas partager, à qui il faut le dire, et puis surtout, comme ça a été dit un petit peu plus haut dans le webinaire, on est convaincu qu'on est dans notre bon droit et dans ce besoin de savoir, et qui est inégal, bien sûr, d'un acteur à l'autre, non seulement d'un champ d'acteurs, mais aussi d'un pratiquant, d'un professionnel pratiquant. On n'a pas tous les mêmes pratiques, qu'on le veuille ou non. Et du coup, cette histoire du cahier, en région des Pays de la Loire, on a trouvé une petite outil-astuce, qui n'est pas un cahier de liaison, mais qui est, alors je vais faire la promotion d'un petit outil qui s'appelle la carte ADOM, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui correspond à une toute petite carte qu'on glisse, une carte papier, hein, qui n'est pas un document de santé, hein, qui est un document de partage de coordonnées, d'informations de coordonnées d'intervenants à domicile lorsque la situation de la vie à domicile se complique. Voilà. Ça peut être une alternative ou une recherche, en tout cas, d'outils, comme je le disais tout à l'heure, à co-construire entre partenaires, parce que du coup, sur ce petit outil, on va trouver autant la notion de les coordonnées de la personne de confiance que celle de l'intervenant SAD, mais aussi, pourquoi pas, les deux, le taxi ou l'ambulance préférée, le nom du médecin, enfin voilà, c'est assez complet. Ça, c'est pour le premier point. Mais vraiment, moi, ce que j'entends, Monsieur Chouanet, Monsieur Dubasque, ce que vous nous proposez, c'est quand même bien ce à quoi a répondu Jennifer à l'instant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour respecter les personnes. On ne peut pas avoir un cahier qui dit tout, comme disait Frédéric à l'instant. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Et c'est même un risque, je peux vous l'assurer, important de dérive. Patricia, pardon. Je vais vous couper parce que ça avance, il va falloir qu'on continue. Oui, sur l'aspect numérique, peut-être l'outil numérique, rapidement. Alors, très rapidement sur le numérique. Alors, je vous dis juste une seule chose, c'est qu'effectivement, on est au cœur du débat en ce moment, les dispositifs Maya, mais pas seulement, aussi les équipes de santé qui travaillent à l'exercice partagé et l'exercice regroupé de la médecine et des soins paramédicaux, puisque en région Pays de la Loire, le GSS e-santé a été mandaté par l'ARS pour proposer ce qu'on appelle la solution régionale e-parcours, qui est une plateforme à laquelle on peut accéder lorsqu'on a une habilitation, bien sûr, qui va comprendre tout un tas de logiciels parcours, mais aussi de logiciels métiers, puisque Jennifer vous a dit à l'instant que le dossier dont disposent les gestionnaires de cas est installé sur cette plateforme. On y trouve aussi la télémédecine, on y trouve le parcours fragilité, le parcours dénutrition, le parcours obésité, diabète, et bien entendu, il est destiné aux acteurs des trois champs. Eh bien, figurez-vous qu'on est aujourd'hui en train de travailler sur l'habilitation des acteurs, mais aussi, bien sûr, la consultation par les personnes de cet outil.
Donc, et figurez-vous que ça remet sacrément en cause nos pratiques parce que, eh bien, du coup, comme quelqu'un l'a dit à l'instant, c'est extrêmement différent de partager oralement avec bienveillance des informations. On est tous bienveillants, évidemment, sinon on ne fait pas ce métier. Hein. Les dérives, elles ne sont pas, à moins d'une minorité de pervers professionnels, elles sont minimes. Mais effectivement, il y a une bienveillance et des fois, c'est difficile de mener à bien cette bienveillance. Et en fait, on s'aperçoit que c'est très compliqué entre oui, bah ça, je vais lui dire à l'assistante sociale ça, parce qu'elle en a besoin pour aider au déménagement de cette personne, de savoir que non, son état de santé en termes d'autonomie ne va pas s'améliorer. Voilà. Et pour autant, l'écrire et dire qu'on trace dans un dossier le partage d'informations, ben, je peux vous dire que j'ai pourtant affaire à des professionnels, et pour juste petite parenthèse vite fait, Xavier, les gestionnaires de cas sont soit cadres de santé, infirmiers, assistants sociaux, ergothérapeutes, diététiciens, psychologues. Donc, ils sont habitués, normalement, ils sont censés, non seulement, et pour clôturer, pour faire boucle, ils sont formés, on est d'accord, normalement. Eh ben, je peux vous assurer que ce n'est pas naturel et que ça nous demande une immense réflexion. Voilà. Merci Patricia. La formation, on va y venir avant de passer au coaching parce que le temps passe très très vite. Paul, juste réagir par rapport à tout ça, vous qui étiez, qui mentionnez ce manque de liaison. Non, je voudrais juste dire en fait que ce qui a été dit par M. Duthier au tout départ, c'est-à-dire jusqu'où se fait ou pas la mise à l'écart de l'intéressé en fait dans tout ça. Et c'est vraiment là que se posent les questions de la part des intéressés eux-mêmes. Et je voudrais simplement dire que moi j'ai vu une famille entre Noël et le jour de l'an, elle avait entre 14 et 17 têtes différentes à entrer dans sa maison. Voilà. J'ai vu qu'une famille cette semaine qui a une liste d'intervenants sur un seul service de 24 noms différents pour le mois d'avril. Donc, comprenez à partir de là que les personnes, les familles se questionnent. Et ce n'est pas indécent de dire ça, quoi. Hein. La difficulté pour eux, c'est de dire, vous dites partage d'informations, eux, ils vivent un peu une forme de traçabilité. Hein. Et on voit, ce n'est pas Big Blue, mais quoi. Hein. Et donc, ce processus de traçabilité, de surveillance, trouve vite des mots défavorables, en fait. Et autant le mot partage est un mot très positif, voilà. Autant parfois il peut être, dans la façon dont ça se déroule au quotidien, vécu sur des mots qui peuvent être nettement moins positifs. Merci. Merci Paul. On parlait tout à l'heure de choses désobligeantes qui pouvaient être mentionnées sur ces fameux cahiers, ces fameux carnets. Comment est-ce qu'on forme les personnes justement à ce partage d'informations, justement à cette rétention parfois d'informations? Frédéric, peut-être que vous pouvez nous dire comment vous voulez former vos élèves. Alors, la formation, elle a lieu en plusieurs temps. Il y a un apport théorique, bien sûr, sur ce qu'est le secret professionnel, le secret partagé, à l'ensemble des apprenants. Alors, on va parler, je vais parler plus spécifiquement de ce que je connais, hein, donc les étudiants infirmiers, les élèves aides-soignants. Donc, il y a un apport théorique, mais il n'empêche que cet apport théorique ne peut que aboutir sur ce qu'ils vont en faire en stage. Hein. Les périodes de stage qu'ils vont observer dans un premier temps, mettre en application dans la traçabilité de leurs actions de soins, va avoir toute son importance dans la manière dont ils transmettront par la suite. Pour les infirmiers, c'est relativement simple parce qu'ils ont un référentiel de formation avec un rôle propre qu'ils doivent tracer en termes d'action, et ça ne pose pas trop de difficultés dans les apprentissages. Pour les aides-soignants, c'est un peu plus compliqué parce que d'une structure à l'autre, il faut savoir que les aides-soignants n'ont pas de rôle propre, ils sont sur le rôle propre infirmier. Et que d'une structure à l'autre, on va avoir une notion de traçabilité avec un contrôle infirmier qui sera demandé dans certains dossiers de soins informatisés et pas dans d'autres structures. Donc, on a des aides-soignants avec lesquels on a un travail bien plus conséquent à mettre en place
pour les accompagner dans cette traçabilité. Parce que dans le contexte où ils savent que ça doit être validé par l'infirmière derrière, on a aussi des jeunes aides-soignants qui hésitent à tracer certains éléments. Donc, c'est important pour nous, dans l'approche qu'on a en centre de formation, mais aussi sur le terrain, de pouvoir aborder les choses un peu différemment. Un autre élément qui rentre en jeu aussi, on parlait tout à l'heure de ce qui doit être partagé entre les différents acteurs, et ça, on a la richesse du centre de formation de Laval qui est sur un pôle régional de formation et qui intègre plusieurs formations, infirmières, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, AES, aides-soignants. Et l'avantage qu'ont les élèves de Laval, et c'est vrai que c'est une chance, c'est qu'ils ont des projets interfilières. En temps normal, en période Covid, on a un peu limité, mais ils ont des projets interfilières qui leur permettent de travailler sur des situations ensemble et d'apprendre à connaître les autres métiers, et donc d'apprendre à connaître ce que doit faire l'autre et ce que fait l'autre dans son quotidien auprès des patients ou auprès des résidents, enfin, je dirais au regard de la structure. Et ça, c'est une richesse, et si on peut essayer de le dupliquer dans d'autres structures, ce serait plutôt une bonne chose. Parce qu'avant de savoir comment on doit tracer les choses, je pense qu'il est important de savoir quels sont les acteurs avec lesquels on va travailler. Et de là, on aboutira peut-être à une traçabilité bien plus précise, bien plus adaptée, et des contacts avec l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, ce n'est pas que des médicaux et des paramédicaux. Et je rejoins Paul là-dessus. Et Paul, on travaille régulièrement ensemble auprès de formation d'assistants de soins en gérontologie sur l'ensemble des acteurs, les aidants, les familles. Merci Frédéric. On va passer tout de suite à la deuxième partie de ce webinaire, à savoir les enjeux éthiques du partage de l'information au domicile, mais durant l'épidémie, durant cette période particulière que nous vivons. Je propose qu'Aurélien Duthier de l'EPRL, le REPL, vous nous fassiez un petit résumé de cette deuxième partie. Alors, résumé ou plutôt quelques pistes, effectivement, oui. Parce qu'on a entendu de la part de tous les intervenants que effectivement cette question du recueil, du partage, c'était vraiment la question de la façon dont on considère les personnes accompagnées, dans la façon dont on les met en tant que sujet. Et effectivement, pendant l'épidémie, pendant la pandémie et la Covid, il y a eu un certain nombre de bouleversements. Je pense que toutes les pratiques, que ce soit au niveau sanitaire, médico-social, mais aussi dans le social, toutes les pratiques ont été complètement bouleversées. Par rapport aux intervenants à domicile, beaucoup de personnes accompagnées se sont retrouvées sans intervenants du coup à leur domicile, ou en tout cas l'épidémie, la pandémie a pu encore multiplier le caractère fractionné, la discontinuité des fois de l'accompagnement. L'épidémie a pu augmenter cet aspect-là. Donc, l'une des questions qui peut se poser, c'est quels outils, et est-ce qu'on est obligé de changer radicalement notre façon de communiquer, notre façon d'échanger durant cette épidémie? Qu'est-ce que ça change aussi en termes d'enjeux? Et puis, quelle que soit la nature du travail, mais peut-être particulièrement dans le travail social, le recours au télétravail a peut-être aussi pu modifier la façon dont on pense et on sécurise la question de la confidentialité. Donc, l'une des interrogations qu'on pouvait avoir, c'était pendant cette épidémie, est-ce que les outils pour pouvoir à la fois repérer les urgences, les besoins des personnes devaient être changés? Est-ce qu'on devait complètement changer notre façon de penser la transmission des infos? Et puis, nouvelle aussi interrogation, nouvel type d'enjeu qui peut se poser, c'est sur le statut même Covid des personnes, puisque dans ce contexte-là, c'est plus uniquement l'individu, mais c'est aussi un ensemble, c'est la collectivité qui est en jeu. Et on a eu l'impression depuis le début de cette épidémie que parfois, le statut Covid des personnes devenait une information publique, n'était plus un élément à caractère privé, confidentiel, mais devenait une information publique que chacun se partageait. Voilà. Est-ce que durant cette épidémie, finalement, la question du secret a été complètement bouleversée au nom de la priorité de la sécurité collective? Et est-ce que ça peut, selon les différents intervenants, ça modifiera, ça impactera la façon dont on conçoit la notion de confidentialité? Et est-ce que, on a pu le constater en tout cas au début de l'épidémie, ce statut Covid+, a pu aussi générer une forme de stigmatisation, parfois de la culpabilité. Donc, ce n'est pas non plus un élément neutre, c'est aussi quelque chose qui vient bouleverser, changer la façon dont on conçoit la personne accompagnée. Donc, c'était autour de toutes ces questions. Est-ce que l'épidémie va transformer les pratiques, va transformer aussi la façon dont on conçoit les outils et la façon dont on conçoit la notion de confidentialité entre les différents acteurs? Merci Aurélien. Avant de parler de tout ça, je voulais juste me tourner vers Élodie Jean.
pour voir déjà si au niveau juridique, s'il y avait eu des adaptations durant la pandémie, si les choses avaient changé de manière soit ponctuelle, passagère ou pour plus longtemps. Alors oui, effectivement, on était et on est toujours sur l'état d'urgence sanitaire, donc qui permet de poser en temps de crise des éléments et des mesures dérogatoires au droit commun. On a évidemment il y a eu beaucoup de débats et la CNIL a beaucoup écrit sur les outils de repérage et de traçabilité à la fois sur les personnes positives, mais ce qui est nouveau, c'est que il y avait des précédents, les obligations de déclaration des maladies contagieuses. Hein, on a une liste déjà qui existe. Donc, il y avait déjà des obligations déclaratives avant le Covid pour certaines pathologies. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau dans ces applications-là, c'est qu'on ne trace plus simplement les malades, mais on trace aussi les réseaux sociaux, les relations sociales, puisqu'on va aussi tracer les cas contacts. Et donc, on trace des personnes non malades. Donc, c'est une traçabilité de la vie privée qui est venue s'inviter de manière, me semble-t-il, nouvelle, en plus alors au nom évidemment du contact tracing et de la prévention de l'accroissement de la propagation de l'épidémie. Mais c'est quelque chose qui est, à mon sens, totalement nouveau. Et la CNIL a été, à ce titre-là, très garde-fou. Les conseils de l'ordre, notamment des médecins, s'est prononcé d'ailleurs hein, sur cet applicatif. Demain, on parle effectivement du statut Covid, pas Covid. Demain, on se posera aussi la question de la vaccination et du caractère public ou non du statut vaccinal quand tout le monde y aura eu accès. Tout à fait, la question se pose déjà avec ces passeports que l'on peut trouver dans certains pays. Didier Dubas, est-ce que vous vouliez réagir? Non, je voulais réagir tout à l'heure sur la question de l'usage du partage d'informations. Évidemment, tout à l'heure, quand on parlait d'un cahier, moi, je ne défends pas forcément le cahier. Simplement, ce que je défends, c'est l'idée que la personne puisse avoir accès aux informations qui la concernent. Le problème, c'est que la crise de Covid a accéléré, a été un formidable accélérateur des pratiques numériques et de l'organisation via les outils numériques. Mais le problème, c'est qu'il y a 12 millions de personnes en France qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne savent pas l'utiliser ou qui n'ont pas le matériel. Et alors, ces 12 millions, ce ne sont pas que des personnes qui ont des troubles, je dirais, de compréhension. Et donc, on assiste à une fracture numérique qui se crée autour de ça. Et si on n'est pas vigilant et si on n'intègre pas en tant que professionnel l'importance de tourner l'écran vers la personne pour lui montrer ce qui est saisi, ce qui est fait pour elle, elle va se sentir de plus en plus, je dirais, dépossédée de sa propre vie. Et ça, c'est quand même un problème important. Voilà, donc moi, je suis plutôt favorable aux outils numériques. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin à ce sujet. Hein, mais la question, surtout, c'est comment les personnes qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas utiliser les outils numériques, peuvent quand même bénéficier des services qu'ils offrent sans être lésés, entre guillemets. Et là, il faut des tiers qui acceptent de donner à voir et qui favorisent, je dirais, un partage d'informations avec la personne pour pas que l'on reste entre soi, entre ces 24 ou ces 12 ou ces 15 personnes professionnelles qui seraient habilitées pour accéder à des informations plus ou moins précises. Vous voyez, pour moi, la question, c'est la personne qui est centrale. Nicolas Ruan, vous, pendant cette période de Covid, est-ce que justement la partie numérique, comme disait Didier Dubas, s'est vue augmenter énormément, est-ce que votre méthode de travail a changé? Est-ce que cela a représenté des difficultés particulières? Alors, on s'est adapté à cette période de Covid. Effectivement, on a multiplié un travail de type télétravail avec la nécessité d'avoir des outils pour pouvoir y répondre. Parce qu'être en télétravail sans outils, ça n'a pas tellement de sens. Donc, il a fallu en interne, effectivement, acheter un certain nombre de PC portables, de nouveaux téléphones, etc. parce que nous n'avions pas assez pour tous les professionnels qui intervenaient. Et ça, c'était important. Pour autant, même si nous étions, comme toute la population, soumis à cette crise sanitaire,
notre organisme de contrôle et tarification, qui est la direction départementale de la cohésion sociale, nous envoyait un certain nombre d'informations, alors pas toujours, parfois avec un peu de retard, mais dans les informations qui nous étaient transmises, il était bien indiqué que nos services ne devaient pas arrêter de fonctionner et qu'au contraire, on devait être particulièrement vigilant à toutes les situations de personnes qui étaient soit en très grande vulnérabilité, soit en très grand isolement. Ce qui fait qu'on a réalisé un travail assez important, notamment par le biais d'un collègue qui a été en service civique, d'appel aux personnes. Et autant habituellement dans notre relation classique, c'est la personne protégée qui nous téléphone sur des permanences ou sur des lignes téléphoniques directes, etc. Autant là, on s'est trouvé nous-mêmes à appeler beaucoup plus régulièrement les personnes protégées parce qu'on ne pouvait pas forcément toutes les recevoir au service pour pouvoir prendre des nouvelles. On nous a demandé cette vigilance par rapport aux personnes. Est-ce qu'on vous a demandé une vigilance particulière aussi, justement, parce que ça se fait par téléphone, sur ces informations qui peuvent être échangées et qui n'ont pas forcément lieu de l'être? Non, sur cette notion dont on débat depuis tout à l'heure sur le partage de l'information, on n'a pas eu de transformation liée à notre crise Covid. On n'a pas été impacté de cette façon-là. Pour nous, la crise sanitaire a eu ce double impact de dire il faut qu'on aille chercher l'information des personnes qui sont en difficulté avant d'attendre que la personne nous contacte elle-même, puisque si elle est en difficulté, elle ne nous contactera peut-être pas. Et à côté de ça, c'était aussi de se dire il faut qu'on puisse lui amener l'information nécessaire sur peut-être ce que sont les gestes barrières, où elle peut se procurer des masques, etc. Donc, on vient un petit peu en renfort des personnes sur ces situations-là. Je profite juste de rebondir sur ce que disait M. Dubac à l'instant sur l'outil numérique et sur le fait que la personne, l'usager, on va dire, même si le terme n'est pas très joli, puisse se sentir dépossédé. Je citerai juste un exemple. Beaucoup de professionnels des services de protection utilisaient pareil, des documents papier lorsqu'ils étaient à domicile pour prendre des notes, etc. Et de plus en plus, on développe des outils informatiques et des PC portables au domicile des personnes pour justement travailler avec elles. Et dans le démarrage de cette action-là, on avait un certain nombre de professionnels qui étaient assez réticents, disant oui, mais ce n'est pas la bonne place chez la personne protégée d'avoir un outil, ça fait un peu commercial, etc. Et puis, il n'y a pas de relation à l'autre quand on est derrière son écran, puisqu'il y a l'écran qui fait opposition. Eh bien, en fait, c'est une histoire de posture. Effectivement, si la personne dont on s'occupe, qu'on accompagne ou qu'on protège, peu importe le terme, elle est derrière l'écran, l'écran fait blocage. Mais elle n'est pas obligée d'être derrière l'écran, elle peut être aussi à côté de nous. Et si elle est à côté de nous, elle a accès à l'écran et elle a accès, comme disait M. Dubac, je partage complètement, à l'intégralité des données qui sont nommées. Parce que parfois, il y a une sorte de fantasme aussi de ce qu'on va noter derrière notre écran, des notes qu'on prend. Et lorsqu'on montre à la personne elle-même ce qu'on note sur elle, la façon dont est organisé son budget, par exemple, ou les éléments qu'on va avoir, ça permet d'être côte à côte plutôt que d'être face à face. Et dans la relation d'aide et d'accompagnement, ce côte à côte, il a un vrai sens déontologique, j'aurais tendance à dire. C'était un petit peu la parenthèse, je referme. Côte à côte qui est particulièrement difficile pendant cette période de la Covid. Pendant la période Covid, c'était plus compliqué. Effectivement, on avait moins de visites à domicile, mais on avait la nécessité d'être plus en relation avec les personnes. Si je parle que de mon métier, les visites à domicile se font grosso modo sur un rythme d'une visite tous les trimestres, par exemple, en temps ordinaire. Donc, 4 visites dans l'année minimum, plus si la situation le rend nécessaire. Et bien là, avec la crise du Covid, on a limité ces visites-là vraiment aux visites les plus importantes. Mais par contre, on a eu beaucoup plus de contacts par téléphone. Ce qui nous a amené aussi à nous poser la question pour demain, même quand il n'y aura plus la crise, est-ce qu'on ne peut pas aussi trouver un entre-deux pour continuer ces visites à domicile, mais ne pas attendre que la personne vienne vers nous pour le contact téléphonique, mais plutôt faire une sorte de veille aussi pour travailler sur ces situations. Et puis, il y a des endroits dans lesquels on ne pouvait pas aller. Toutes les personnes protégées qui sont suivies dans les EHPAD, dans les foyers de vie. On ne vous entend plus trop, Nicolas. Il y a quelques coupures. Ce que je comprends, c'est que le changement peut être… Là, c'est moi qui ne vous entends plus. Oui. Oui, ça coupe. A priori, on vous entendait, Nicolas. Pas trop mal, je crois. Mais plus Xavier, du coup. Oui.
Mais ce que vous venez de dire, Nicolas, ça se retrouve aussi récemment. Je vois Monsieur Dubasque qui opine. Et effectivement, on a découvert de nouvelles pratiques et notamment des pratiques d'aller vers, de développer l'aller vers. Les dispositifs Maya sont portés par le département en Sarthe, mais aussi s'est opéré récemment un rapprochement des services dédiés personnes âgées, c'est-à-dire en gros les clics, et des services dédiés personnes handicapées, très concrètement la MDPH. Et en fait, tout le monde, pendant cette période Covid, c'est un des points positifs, a constaté, comme vous, comme pour vous, mandataires, qu'on on a développé du contact, de l'aller vers, finalement plus en nombre et en volume. Ouais. Étonnant, Ouais. étonnant. Excusez-moi pour cette absence, je suis de retour. Je vais continuer. Donc, je ne sais pas ce qui a été dit, j'en suis désolé. Pour le dispositif Maya, quels ont été les changements de la crise qu'a apporté la crise de la Covid, particulièrement justement au niveau de ce partage d'informations et peut-être de la transmission d'informations entre la personne soignée ou accompagnée et les professionnels? Je vais répondre rapidement sur le champ de l'institutionnel et puis Jennifer peut-être complétera sur la pratique. Mais effectivement, comme pour l'UDAF, il a fallu que le département de la Sarthe équipe l'ensemble de ses agents et ça ne nous a pas empêché d'ailleurs de faire ce rapprochement, hein. Comme je le disais à l'instant, des services dédiés personnes en situation de handicap et des services dédiés personnes âgées. Effectivement, la visio a remplacé en fait, hein, la visio a remplacé les échanges pour beaucoup en matière de coordination. Voilà. Pour la Maya en elle-même, si vous vous adressez aux pilotes, là, du coup, en termes de partage de groupes de travail, notamment qui portent, par exemple, sur les ruptures de parcours, mais tout est anonymisé, hein. Donc, ça ne se pose pas, mais on n'a pas pu continuer à travailler, à perpétrer ces travaux. Mais on a du coup, comme je le disais précédemment, plus travaillé sur le partage d'informations en relais, en évolution vers le SI régional parcours. Sinon, on a pu constater aussi que les professionnels en exercice regroupé favorisent le développement de certains outils sur smartphone. Et je rejoins, et je bouclerai là-dessus pour cette question, je rejoins notre mandataire qui expliquait que faire ensemble, de toute façon, quand les professionnels qui sont au chevet ou à l'accompagnement physique des personnes doivent y aller, elles y vont. Et effectivement, il y a un partage qui va s'effectuer au domicile. Jennifer? Alors, nous, il y a eu deux points. Premier confinement, c'est vrai qu'on a été confinés rapidement, où il a fallu, on s'est rapidement, on a été très solidaires en fait parce qu'on recevait pratiquement plein d'appels de personnes ayant des besoins. Donc voilà, on se transférait de l'un à l'autre, à la personne plus concernée. Par exemple, au niveau gestionnaire de cas, quand on avait des premiers appels, on les transférait à nos collègues du CLIC, les coordinateurs de parcours qu'on appelle maintenant. Et puis en fait, on s'y est mis rapidement. Par contre, au niveau confidentialité, on s'est rendu compte pour les professionnels comme moi qui sont parents, qu'il y a eu quand même parce qu'il fallait gérer les enfants, le travail, l'installation, et qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de confidentialité parce que nos enfants, le midi, nous disent « Alors, Madame Untel, elle va comment ?» Elle ne t'entendait pas. Comment ça se fait? Pourtant, tu lui as répété, hein. Voilà. Donc, il y a des infos qui sont passées sans qu'on le veuille. Et donc, c'est vrai que quand on a pu revenir sur le terrain, on en a discuté entre nous et c'est vrai qu'on a toutes fait le même constat, c'est que maintenant, lorsqu'on est en télétravail, bien sûr, on prend les appels, mais nos temps de télétravail, c'est plus pour faire nos comptes rendus, pour
on évite les échanges téléphoniques pour que l'information parte. Voilà. Même si c'est notre famille, enfin, ils n'ont pas à savoir ce qui se passe pour nos usagers. Voilà. Mais donc, on voit quand même des petites problématiques, c'est que dès qu'on est chez soi, la protection des données, d'une manière ou d'une autre, n'est plus la même, on est moins sécurisé. Bien évidemment, on n'a pas les outils ni l'environnement forcément pour ce genre de… On n'a pas pu, tout le monde n'a pas pu avoir voilà, un bureau fermé. Voilà. Après, ce qui est de l'accompagnement, c'est vrai, ce qui est ressorti, ce que moi j'ai constaté lors d'un accompagnement, j'accompagnais une dame pour un test PCR parce que 2 jours après, elle avait une intervention chirurgicale à passer. Bon, il fallait rapidement avoir les données par rapport à ça, le résultat, parce que si elle était positive, pardon, il n'y aurait pas d'intervention. Et en fait, la personne du laboratoire a demandé des précisions administratives. Voilà. Et la fin, on lui dit, bon, madame, il me faut votre adresse mail. Ma petite usagère avait 80 ans. 80 ans, elle n'a pas Internet, elle ne sait pas se servir d'Internet. Et donc, c'est vrai qu'elle a été un peu paniquée à me regarder. Et heureusement, voilà, en parlant de lien, de la confiance que j'ai pu créer avec elle, un regard et j'ai su qu'elle acceptait. Voilà. Donc, en fait, j'ai donné mon adresse mail professionnelle pour qu'elle puisse avoir cette information rapidement. Mais avec son accord, bien évidemment. Avec son accord. Mais c'est vrai qu'après coup, je me dis, elle s'est adressée à moi, voilà, pas à la personne. Elle ne lui a pas dit, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la dame qui vous accompagne peut avoir l'information à votre place? Est-ce que vous l'autorisez à donner une adresse mail? Donc ça, c'était, voilà. Est-ce que c'est une façon de faire où on ne prend pas forcément en considération la personne âgée, où on se dit, elle va peut-être pas tout bien comprendre, ou est-ce que c'est le Covid cette situation qui fait que tout le monde est fatigué, tout le monde, voilà, il y a des oublis sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. La peur de mal faire aussi, voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment par mail comme ça que ça doit se transmettre, ou est-ce que c'est pas, par exemple, au médecin traitant, enfin moi c'est avoir un référent pour toutes ces informations qui disparaissent. Avoir un référent où là on dit si la personne n'a pas d'adresse mail, qui j'autorise à avoir l'information. On n'a aucun questionnaire, la personne n'a pas de questionnaire comme ça à remplir, parce que ça pourrait être le médecin traitant qui après nous délègue l'information pour qu'on la transmette, voilà. Ou est-ce que en tant que gestionnaire de cas, on accepte que je puisse transmettre mon adresse mail et que je puisse la donner par la suite à la personne, et voilà. Donc ça, c'est des difficultés qu'on a rencontrées, quoi. Donc, on voit des difficultés comme induites par cette pandémie et des questions auxquelles il va falloir peut-être répondre, oui. Parce qu'on ne sait pas ni quand ça va se terminer, ni si ça va se reproduire. On espère sûr que non. Mais en tout cas, ce sont des questions qu'il faut se poser et qu'on se pose ce soir. Il est déjà l'heure de terminer. Je vais prendre 30 secondes chacun d'entre vous, si vous avez une petite réaction, une petite information à rajouter sur ce webinaire de ce soir. 30 secondes pour ne pas faire trop long, pour qu'on ne termine pas trop tard. Élodie, si vous voulez pour une dernière réaction, si vous n'en avez pas, il y a tellement de choses à dire. C'est ça. Très rapidement, je pense qu'on a été sur un phénomène d'urgence et d'action immédiate qui nous a peut-être parfois conduit à oublier le cadre extrêmement rigide du secret pro, ou en tout cas à remettre en perspective les pratiques avec toutes ces nouveautés et peut-être ce qu'on peut
ce qu'on peut réfléchir, c'est maintenant et après peut-être de resserrer, d'être peut-être s'inviter à une réflexion sur l'application stricte des règles pour que la dérogation ne devienne pas le principe. Patricia? Là, du coup, je vais faire mon pilote Maya pur. Il faut travailler l'intégration et que les 3 champs, de toute façon, ça amène à la réflexion sur ses propres pratiques. Et du coup, évidemment, ça présente des dangers, il y a des aspérités, mais il faut se souvenir que ça reste une démarche au bénéfice du parcours de tous et que peu importe que les dispositifs Maya s'éteignent dans peu de temps dans leur forme, ils ont servi de test, de dispositif test, puisque cette façon de travailler intégrative se poursuit en Sarthe, mais elle se poursuit ailleurs, et elle se poursuit aussi avec les nouveaux dispositifs parcours, et y compris dans les outils numériques qui nous amènent justement à cette réflexion des pratiques et à la limite des missions et des uns et des autres, toujours au bénéfice de la personne. Jennifer. Merci en tout cas, merci. Avec plaisir, Jennifer. Je voulais juste rajouter une chose, c'est par rapport à la situation Covid+, on n'en a pas parlé, mais comment la culpabilité que certains ont pu ressentir, que ce soit des familles qui ont transmis malencontreusement, enfin voilà, ils n'ont pas voulu, ont transmis le Covid à leurs parents qui sont en structure et en fait, cette culpabilité, à cause, Covid égale mort, beaucoup font la contraction, et cette culpabilité qu'on leur a mis sur le dos en disant vous avez fait entrer le loup dans la bergerie dans certaines institutions. Donc voilà, c'est des pratiques des choses qui se sont passées, et je pense que la réflexion qu'on a eue ce soir fait que chacun va pouvoir aussi se remettre en question sur sa pratique personnelle et sur ce qui est à faire, ce qu'on fait bien et ce qu'il faut qu'on retravaille. Voilà. Frédéric? Je vais plutôt avoir la vision formation. Je pense que les échanges de ce soir m'amènent aussi, moi, en tant que directeur d'institut, à une réflexion sur comment est-ce qu'on aborde la notion de secret professionnel et l'ensemble des acteurs, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on travaillait avec des acteurs du paramédical beaucoup. Peut-être qu'on doit travailler un peu plus avec des acteurs tels que des associations comme France Alzheimer ou autres qui peuvent nous apporter aussi des éléments concrets pour nos apprenants sur l'ensemble des personnes qui interviennent auprès d'un patient, d'un résident ou autre. Et là, on doit peut-être aussi, dans le cadre de nos formations, aborder un peu plus ces sujets-là, que nous-mêmes, on ne maîtrise pas forcément, pas toujours en tout cas, et aller chercher l'expertise de personnes comme Paul, c'est quelque chose qui me semble important. Paul, justement. Mais après, le recul nous amènera à ça. Paul Chouenet. Remettez le micro, votre micro est débranché, Paul. Pardon, juste pour terminer, je crois que c'est très important que dans les 3 niveaux, il y ait surtout aussi une non mise à distance des intéressés, en fait, et qui peut peut-être se négocier sous d'autres formes. L'expérience de l'UDAF nous l'a montré, décrit là, et je trouve que l'outil en tant que tel, ça dépend exactement ce qu'on en fait, et va-t-il rester du temps pour permettre aux personnes qui n'ont pas cet outil de pouvoir malgré tout rester sujets autour de ce qui les concerne. Voilà, simplement. Merci. Paul. Nicolas? Au mot de la fin, j'aurais envie de dire que le secret partagé ou l'obligation de discrétion qu'on a tous en tant que professionnels, c'est un peu comme les limites de notre métier. On a tous des limites à notre intervention et on ne doit les respecter que si ça ne met pas en défaut la personne dont on s'occupe. Je crois qu'il y a parfois la nécessité de dépasser un petit peu le cadre lorsqu'il est de l'intérêt de la personne elle-même d'être protégée, accompagnée, aidée, tout ce qu'on veut mettre derrière, parce que la personne elle-même, parfois elle n'en a pas grand-chose à faire, qu'on ait des limites d'intervention, des choses comme ça, elle a juste besoin d'une intervention et il ne faut pas qu'on l'oublie. Pourquoi on travaille? Didier?
Alors, je voulais simplement rajouter quelques éléments. Vous savez que la CNIL a mis en ligne un outil qui permet de signer une convention entre une personne pour qu'elle puisse déléguer l'accès au mot de passe, enfin l'accès à la messagerie pour qu'elle puisse justement, dans la situation dans laquelle vous vous trouviez au moment de donner une adresse mail, c'est possible juridiquement parlant. En fait, hein, la CNIL a prévu ce cas-là. L'autre élément, c'est que finalement, on a d'autres questions qui se posent. Par exemple, nous travaillons au niveau du HCTS sur le fait que les professionnels amènent des dossiers papier à leur domicile pour travailler. Et donc, ça pose plein de questions autour de… et là, on préférerait avoir des intranets, vous voyez, hein, là, franchement, parce que là, c'est un sacré sujet. Et puis, je voudrais quand même conclure en disant que finalement, ce n'est pas l'outil qui fait la qualité de la relation, c'est le rapport que l'on a à l'autre, c'est la façon dont on a à le prendre en considération. Et malheureusement, il peut arriver que par l'habitude, l'usure, ça existe en travail, finalement, on ne fasse plus attention à la personne pour laquelle on intervient. Et je crois que c'est un travail sans cesse à renouveler, d'alerter, de former et d'aider à prendre conscience, nos collègues aussi, nous-mêmes, mais de conscience que finalement, nous avons besoin d'être attentionnés et d'aller vers la personne. Le côte à côte et le aller vers a été très important pendant cette période de Covid. Il faut le maintenir. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à tous. Je vais laisser conclure Miguel Jean de l'espace de réflexion éthique des pays de la Loire. Miguel. Merci pour ces quelques mots que je vais glisser en fin de webinaire, à la fois pour remercier les intervenants, je l'ai fait en début, je le fais aussi à la fin, me réjouir de la richesse de ces regards croisés qui, on le voit, convergent dans la même direction qui est celle du respect de la personne en tant que sujet et non pas en tant qu'objet, et puis peut-être tirer la leçon sur les effets positifs que pourrait avoir la pandémie. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est de remettre en avant tous les verrous qui ont sauté à cause de cette pandémie et qu'il va falloir remettre à leur place, peut-être en les réinterrogeant. Hein, je parle là des atteintes à la liberté, mais puisque c'est notre sujet ce soir, de ce fameux secret, non pas partagé, mais secret professionnel ou secret médical. Et puis finir pour donner un rendez-vous le 30 mars prochain sur une thématique qui est voisine de celle-là, mais en établissement cette fois. Donc voilà, merci Xavier pour votre animation, toujours aussi pertinente et brillante. Merci beaucoup à vous Miguel, merci beaucoup à vous tous qui avez beaucoup participé à cette table ronde, qui aurait pu continuer encore, je pense, pendant 1 heure. Il y avait encore beaucoup à dire. Merci à vous tous. Je rappelle que ce webinaire était donc enregistré et visible directement sur YouTube et qu'il sera visible bientôt, Aurélien me confirmera, sur le site de l'EREPL, www.erepl, il ne faut pas parler trop vite, .fr. Donc merci à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Aurélien, je ne sais pas si vous voulez rajouter un dernier mot. C'était pour remercier tout le monde pour la qualité de vos interventions. Et puis effectivement, on se donne rendez-vous le 30 pour un sujet proche sur les établissements. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci.